La balance Data Slate a fait son apparition dans le metagame, et le chaos règne, littéralement. Entre les flammeurs de Tsench et les deux meilleures légions de Space Marine du chaos, les puissances de la ruine sont en pleine effervescence. Mais elles sont loin d'être la seule faction qui se porte bien, les Blood Angels ayant également fait un tabac. Nous allons parler dans cette vidéo des listes du tournoi Gunhammer Open UK. Et nous commençons par un super showdown dédié au chaos. Dans ce showdown, nous avons dans le premier coin à gauche le codex Chaos Space Marine avec une liste. Je vous laisse deviner avec le fond Emperor Children. Nous avons un bataillon. En premier QG, nous avons le traditionnel Prince Démon ailé, avec sa Hellforged Sword, en pouvoir psychique Warp Time et Delightful Agonies, en relique Mantle of Traitors et entrée Flame of Spite. En deuxième choix, nous avons le Master of Possession avec en pouvoir psychique le Pact of Flesh, Mutated Invigoration et le Delightful Agonies. En relique, il a le Liber Hereticus. Enfin, pour finir avec ses choix de QG, nous avons le Dark Apôtre avec ses deux Dark Disciples. En prière, nous avons Illusionary Supplication et Blissful Devotion. Et entrée de Seigneur de Guerre Eternal Vendetta. Du côté des troupes, nous avons 4 unités de 5 Noise Marine avec bien entendu l'Icon of Slanesh. Sur le Noise Champion, nous avons le Gantelet énergétique et son épée tronçonneuse, et un Noise Marines avec un Blastmaster, ainsi que 2 unités de 10 cultistes. En élite, nous retrouvons la traditionnelle escouade de 10 Chaos Terminator, avec cette fois-ci du Full Combi Bolter, 2 points tronçonneurs, la Black Rune of Damnation sur le sergent, 5 points énergétiques, 3 Accursed Weapon. Et comme toujours, nous retrouvons les 2 unités de 5 possédés. Ne l'oublions pas, nous avons une liste du chaos. Qui dit chaos, dit détachement suprême commande avec Abaddon the Despoiler. Dans ce showdown, nous verrons s'affronter contre les Chaos Space Marine, les Thousand Suns. Dans cette liste Thousand Suns, nous avons un bataillon en culte de la duplicity. En QG, nous avons Harryman qui est le seigneur de guerre avec les pouvoirs psychiques Doombolt, Présage et Weaver of Fate. Bien entendu, il est sur son disque. Ainsi qu'un Infernal Master avec le trait de seigneur de guerre Seeker After Shadow, en pouvoir psychique Desecration of Words, en pacte Glimpse of Eternity et Malefic Maelstrom, et en relique l'Umbralific Crystal. Du côté des troupes, nous avons le minimum 3 unités de rubrique marine, tous avec l'icône de flamme, en pouvoir psychique la Temporal Surge, un pistolet plasma sur le sorcier, et un Soul Reaper Cannon. Du côté des élites, comme d'habitude, nous avons les 2 unités de 10 Scarab Occulte Terminator, équipés exactement de la même manière, les 2 Hellfire Missile Rack, les 2 Soul Reaper Cannon en pouvoir psychique Glamour of Tzinch, et l'une des 2 unités à l'amélioration Rite of Coalescence. Enfin, pour finir avec ce bataillon, nous avons en attaque rapide une unité de 5 Chaos Spawn. Maintenant, passons au détachement Vanguard, et on commence avec un Fluxmaster en QG, des démons de Tzinch, avec en pouvoir psychique Bolt of Change et Infernal Flames. Et bien entendu, qui dit détachement Vanguard Chaos Demon dit 3 élites de flammeurs. Une première unité de 6 et 2 autres petites de 3. C'est le bon moment pour vénérer les dieux des ténèbres, car le codex des démons et des Space Marines du chaos ont libéré de nouveaux outils très puissants, dont beaucoup sont présentés ici. Les Emperor Children ont fait une entrée fracassante depuis le London GT, et les résultats obtenus depuis ont prouvé qu'ils ne sont pas qu'un épouvantail. Leurs stratagèmes sont exceptionnellement forts, vous donnant des outils puissants pour beaucoup de situations. Les Noise Marines en tant que troupes sont des soldats polyvalents fantastiques, et le trait de Légion est génial pour les Terminators, car il signifie que vous pouvez prendre beaucoup de points énergétiques sans vous soucier de la pénalité pour toucher. La version de la liste de Josh est très simplifiée, avec un blob de Terminator équipé, les personnages clés, dont Abaddon, et 2 unités de possédés, puis des Noise Marines et des cultistes. Toutes les unités, à l'exception des cultistes, sont capables d'accomplir certaines choses, et les cultistes sont de bons sacrifices bon marché, créant ainsi une construction très soignée. La même chose est honnêtement vraie de l'autre côté de la table. Les Thousand Suns étaient déjà une faction relativement puissante avant l'arrivée des démons, et l'ajout de Flammeur pour un gros coup de poing en Deep Strike, plus la possibilité de créer des combos amusants de rituels cabalistiques avec Infernal Gateway, ce que cette construction permet d'ailleurs, les a rendus encore plus puissants. La plupart des listes sur le plan des Flammeurs ont eu tendance à libérer des points pour eux en supprimant la 2e grande unité de Terminator Scarab. Mais Brett a choisi de la garder et de rationaliser tout le reste. Il y a moins de personnages et de rubriques que d'habitude, mais le résultat est que l'adversaire va être embourbé avec 2 unités très durables et très résistantes pendant assez longtemps pour qu'il soit difficile d'éviter la menace des flammeurs. 2 constructions chaudes du chaos. Alors comment se comparent-elles l'une à l'autre?
L'avantage des Emperor Children est qu'ils ont un peu plus d'unités sur le plateau, au moins au début de la partie, que les Thousand Suns, et plus de choses qu'ils sont prêts à sacrifier. Leurs grandes menaces de mêlée ne sont pas non plus le genre de choses avec lesquelles les Scarab Occultes Terminator ont envie de danser. La grande unité de Terminator avec le buff d'Abaddon les mettra en difficulté, et les possédés peuvent augmenter leur pénétration d'armure pour rendre un coup si nécessaire. Abaddon lui-même est, bien sûr, également très effrayant dans n'importe laquelle des précieuses unités de Thousand Suns. N'oubliez pas que les Terminators ont également une portée de menace massive si l'apôtre des ténèbres lâche Blissful Devotion sur eux. Si vous êtes prêt à lâcher 2 points de commandement pour eux, pour quelques utilisations, d'Honor the Prince, ils ont une portée de menace minimale garantie de 18 pouces, terrifiante sur un scénario en quart de table. D'un autre côté, les Noise Marines sont un peu moins bons ici que d'habitude. Hollis Dust réduit fortement leur puissance de mêlée, et si les Blastmasters tentent d'abattre une unité de Scarab, Unwavering Phalanx peut intervenir et la neutraliser en grande partie. Il meurt aussi assez durement face aux Soul Reaper Cannon et aux Flammeurs dans l'ensemble. Ils sont beaucoup plus réglés que d'habitude à un jeu de position temporaire, les autres unités devant faire le gros du travail. Aucun des deux camps n'a l'impression d'avoir un avantage massif en ce qui concerne les secondaires. Tous deux opteraient probablement pour une option psychique en temps normal. Mais c'est risqué, en particulier avec les Thousand Suns qui ont beaucoup moins de personnages lanceurs de sorts que d'habitude. Et plusieurs autres options favorites semblent moins attrayantes que d'habitude. La mission semble favoriser un peu les Emperor Children. Ils ont plus d'unités qu'ils sont prêts à sacrifier et peuvent potentiellement jouer la carte de l'éloignement. Avoir plus d'unités est également excellent pour le balayage stratégique, pour lequel les Thousand Suns pourraient avoir du mal à épargner des unités. Surtout s'ils veulent prendre une autre action secondaire. Le placement de l'objectif signifie également qu'il sera difficile pour les Thousand Suns de rester à l'écart d'un combat qu'ils ne veulent pas avoir pour toujours. Le placement de l'objectif signifie également qu'il sera difficile pour les Thousand Suns de rester à l'écart d'un combat qu'ils ne souhaitent pas, au risque de devoir s'enliser dedans. Les deux joueurs semblent avoir correctement évalué tous ces points. Les choix de secondaires ont été très conservateurs des deux côtés, chaque joueur prenant No Prisoner, Psychic Interrogation, sans doute dans le but d'engranger le plus de points possible, et un choix de la catégorie Opération de l'ombre. Brett a fait un jeu puissant pour essayer de surmonter le désavantage de la mission, en frappant durement un flanc avec des tirs, puis en faisant monter des unités pour l'occuper, en faisant pivoter un peu la ligne de bataille, et en lui donnant plus de flexibilité pour essayer de bloquer les bannières de Josh et de marquer ses propres données de Nephilim. Cela semble être le meilleur choix, et a définitivement fait de cette partie un jeu. Mais Josh a pu placer Abaddon et les Terminators sur l'objectif central, avec suffisamment de buffs sur l'unité pour qu'il ne soit pas une cible efficace, et de là a pu pousser vers l'extérieur et infliger suffisamment de dégâts aux Thousand Suns, en mêlée, pour qu'ils soient à court de matériel. Le nombre relativement faible de points de chute pour les serviteurs de Tzeentch semble avoir fait pencher la balance, même si Brett a choisi une bonne stratégie pour essayer de l'atténuer. Il était impossible pour les Terminators Scarab Occultes d'éviter de se retrouver dans un endroit que les Emperor Children n'avaient pas prévu, afin de les mettre en danger. Une véritable partie d'échecs. Victoire des Emperor Children 85 à 61. Pour ce qui est de la liste Emperor Children, qui remporte ce tournoi, il n'y a pas grand chose à ajouter que nous n'ayons pas déjà dit. Un excellent support pour les meilleurs jouets Space Marine du chaos, combiné à des troupes uniques et fantastiques, est une recette pour la victoire, et a valu à Josh la ceinture de champion tant convoitée. À la seconde place du Gunama Open UK, nous retrouvons le Codex Adepta Sororitas. Bien entendu, c'est une liste Bloody Rose. Nous avons donc un détachement bataillon et commençons par les No-Slots, avec une Repentia supérieure. Nous avons un autre choix de No-Slots pris en agent de l'Imperium, avec en petite note, alors que les décisions vont et viennent sur la question de savoir si vous pouvez prendre les frères Stern dans un emplacement d'agent de type Inquisiteur, donc Agent of Imperium. Cela n'a pas vraiment d'importance ici, car si elle avait besoin de prendre un emplacement de QG, Val pourrait simplement passer à un commandement suprême sans changement dans la liste. Donc nous retrouvons Ephrael Stern et Keegan Neal dans les No-Slots. Commençons par les choix de QG maintenant. Nous retrouvons une chanoinesse avec le trait Blazing Here et l'amélioration World of the Emperor, pour le Fight Last et l'anti-invue, Célestine et ses Germinae, ainsi que Morven Val avec son trait de seigneur de guerre en tant que Warlock, Righteous Rage, pour ses relances. Du côté des troupes, nous avons 3 unités basiques de Battle Sister. En élite, nous retrouvons les petits gardes du corps Crusader, une Dogmata avec le Refrain of Blazing Pity en trait de seigneur de guerre Beacon of Faith, ainsi que les traditionnels 3 unités de Sœur Repentia, une de 7 et 2 de 5. En attaque rapide, ici aussi on restera sur un classique, 3 unités de Zephyrim, 2 de 7, 1 de 5 et chacune ayant son penant. Du côté des soutiens, nous avons les 2 unités de Retributor Squad avec le Chérubin et les 4 multifuseurs.
Enfin, en transport dédié, nous retrouvons 2 rhinos, chacun équipé d'un Hunter Killer Missile. Une autre construction qui n'a pas besoin d'introduction à ce stade. La seule chose à signaler est que quelques listes de plus, y compris celle-ci, ont ajouté un deuxième transport en plus du rhino unique que l'on a l'habitude de voir, et qui vous donne quelques options pour mettre en scène des choses sans se laisser faire contre les flammeurs de Tzeentch qui veulent sortir et faire quelques dégâts. Et Frail Stern est aussi plus belle que jamais dans un metagame à forte concentration de chaos. Donc il y a vraiment des choix intelligents de la part de Jonathan ici, et la deuxième place est une juste récompense. En troisième position, nous avons le Codex Aeldari avec une liste d'armées Harlequin, mais cette fois-ci nous avons abandonné le Light pour le Twilight. Et on voit l'impact de la balance Data Slate à travers cette liste. Nous avons un bataillon, avec en QG un Shadowseer, avec en pouvoir psychique Shard of Light et Mirror of Mind, un Troop Master avec le trait Foot in the Future, équipé d'un Fusion Pistol, avec le Veiled King, et en relique The Twilight Fang. Du côté des troupes, on a le traditionnel 6 troupes, mais nous avons 2 unités de 10 joueurs, avec 2 caresses, 3 embrace et 4 kiss. Pour ce qui est des 4 autres unités, on est vraiment sur un classique, double neurodisrupteur, double pistolet fusion, un embrace, un kiss à chaque fois. En élite, nous retrouvons le petit duo de Death Jester que l'on avait déjà vu sur d'autres listes, avec l'amélioration Rift Ghoul pour le premier et Lord of Crystal Bone sur le second. Bien entendu, les Harlequins ne sortent jamais sans leur transport dédié, les 6 Starweaver. Du côté du dernier détachement, une patrouille, avec en QG un Shadowseer. En pouvoir psychique, nous avons Fog of Dreams, Mirror of Minds, l'amélioration de pivot Mirror Architect, le trait de seigneur de guerre Player of the Twilight, et la relique Laughing God Eyes. Bien entendu, puisque nous avons affaire à une patrouille, nous avons au minimum un shot troop, mais cette fois-ci nous avons 2 troupes. La première seulement équipée d'un kiss, la seconde 2 neurodisrupteurs, 2 pistolets fusion et un embrace. Encore plus de technologie anti-chaos ici, avec le Mirror Architect sur une grande troupe qui est une parade extrêmement efficace contre les flammeurs, car ils peuvent prendre une quantité décente d'espace. Et fermer la capacité des démons à les tirer dans n'importe quelle sorte de liste mixte. Les démons purs pourraient s'en sortir s'ils peuvent pousser le commandement assez bas. Vous avez également un Lord of Crystal Bone pour éteindre l'Overwatch en cas de besoin. Beaucoup de petites unités qui peuvent mettre à mal une escouade de Noise Marines. Et de grandes troupes qui peuvent donner un coup de poing avec des buffs en cas de besoin, que Twilight fait nettement mieux que Light. Ajoutez à cela toute la vitesse standard et les manigances des Harlequins et le résultat est extrêmement efficace. Matt l'a très bien utilisé pour gagner cette 3e place. Enfin, arrivé à la 4e place, et je dois admettre que j'ai adoré lire cette liste, que je trouve très intéressante, sur le codex Blood Angel. Dans cette liste Blood Angel, nous commençons par un détachement Vanguard. Nous retrouvons en QG un prêtre sanguinaire en jump pack avec le trait Rite of War pour offrir le super OP aux personnages et aux unités bases qui l'entourent. Du côté des élites, nous avons 3 Death Company bien sûr, toutes équipées du jump pack. Nous avons 2 Death Company avec 4 marteaux tonnerres à l'intérieur. Quant à la 3e unité, j'adore la manière dont ils sont équipés. 5 pistolets Inferno, 5 Power Sword. Continuons avec les élites avec le traditionnel 3 unités de 7 Sanguinary Guard, tous équipés de la même manière, Encarmine Sword sur tout le monde, et 2 pistolets Inferno qui traînent. Pour le 2e détachement, nous retrouvons une patrouille avec en QG le commandeur Dante, en seigneur de guerre, une troupe d'infiltrator squad, pour empêcher les frappes, et en élite, un sanguinary ancien avec le trait de seigneur de guerre Soul Warden, pour donner en aura une Feel No Pain à 5+, contre les blessures mortelles. Bien sûr, il est équipé de l'Uncarmine Sword, et en relique, nous avons la colère de balle, fournissant un +2 au mouvement, à l'advance et au désengagement, pour les unités de jump pack. Du côté des attaques rapides, nous avons une unité d'assaut, bien sûr avec les réacteurs dorsaux. Le sergent est équipé d'un pistolet Inferno et de Lightning Claw. 2 autres Space Marine d'assaut sont équipés d'un pistolet Plasma. Nous retrouvons une unité de Suppressor Squad, que je trouve très intéressante par rapport à l'Overwatch. Enfin, en soutien, nous avons 2 unités d'Eliminator, chacun équipé entièrement de fusils laser. Chris a choisi de compléter sa version des Blood Angel avec quelques choix technologiques spécifiques, notamment en améliorant l'escouade standard d'un curseur en infiltrator pour une bulle anti-frappe en profondeur, permettant ainsi de protéger votre objectif dans votre zone de déploiement assez facilement, en complétant l'armée avec des éliminators pour faire écran, et en apportant une unité de suppressor pour désactiver l'Overwatch contre l'infanterie si nécessaire. Étant donné que les Blood Angels sont parfaitement heureux d'utiliser de petites escouades sacrifiables pour pousser les points sur Relentless Assault, s'ils ne sont pas nécessaires à des fins spécifiques. Cela semble être un bon moyen d'adapter l'armée au metagame sans risque de se retrouver avec des unités inutiles. Et cette construction semble très bien positionnée.
J'aime aussi les squads de la Compagnie de la Mort avec leurs pistolets infernaux. Je ne dois pas être le seul à avoir mentalement inséré, avec une attaque de mêlée, dans le texte de Fury of the Lost. Mais non, le tir compte, et cela permet à cette unité de gagner 5 points de victoire à elle seule, en tirant sur un véhicule léger, en tuant quelque chose, puis en mourant glorieusement. Les choix techniques de Chris sont excellents. Vous le verrez dans un prochain épisode, et quand on regardera les listes du tournoi Kansas City Open, nous verrons une autre liste Blood Angel assez similaire, préférant utiliser un Whirlwind à la place des suppresseurs. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour les suppresseurs, car la majorité des unités qu'on l'on veut empêcher d'Overwatch sont des unités d'infanterie, en l'occurrence les flammeurs de Tzeentch. Cela nous permet d'économiser des points de commandement que l'on devrait utiliser avec le Whirlwind. Mais on perd l'avantage du Fight Last. Passons au rest of the best. 5ème place, nous avons Scott Morris avec ses Necrons en éternel expansionniste. 6ème place, Brett Smith avec ses Thousand Suns alliés démons que l'on a vu au Showdown. Et 7ème place, George Littley avec de l'Adeptus Custodes en Emperor Chosen.